Retrouvez une méditation quotidienne gratuite chaque jour sur l'application Le Monastère, disponible sur Apple et Google. Je vous souhaite une bonne écoute. Au bord d'une rivière, il y a très longtemps, poussaient côte à côte un grand chêne et un simple roseau. Le chêne était magnifique. Depuis des années, il dressait vers le ciel son tronc puissant, ses branches larges, sa ramure épaisse. Il était fier de sa force et il avait quelques raisons de l'être. Les voyageurs s'arrêtaient à son ombre, les oiseaux nichaient dans ses hauteurs et rien jusque-là n'avait pu ébranler sa superbe stature. À ses pieds ondulait le roseau. Mince, souple, courbé au moindre souffle d'air, il semblait n'avoir aucune consistance. Le chêne le regardait de haut avec une pointe de mépris. « Comme tu es faible, lui disait-il parfois, le plus léger vent te fait plier jusqu'à terre. Tu n'as ni ma hauteur, ni ma force, ni ma dignité. Moi, je tiens droit contre tout ce qui vient. Toi, tu cèdes à tout. » Le roseau ne répondait rien. Il continuait simplement de ployer sous la brise, puis de se redresser, sans se vexer ni se justifier. Or il arriva une nuit la tempête la plus violente que ce pays eût jamais connue. Le vent se leva terrible, arrachant tout sur son passage. Et devant cette fureur, les deux compagnons de la rivière réagirent chacun selon sa nature. Le chêne, fidèle à sa fierté, se dressa de toute sa puissance contre la tempête. Il banda ses forces, raidit son tronc, refusa de céder, ne serait-ce que d'un pouce, résolu à tenir tête à l'ouragan, comme il avait toujours tenu tête à tout. Le roseau, lui, fit l'inverse. Il se coucha jusqu'au sol, épousa le mouvement du vent, se laissa plier sans opposer la moindre résistance, s'abandonnant à la tempête, plutôt que de lutter contre elle. Au matin, quand le calme revint, le spectacle était saisissant. Le grand chêne gisait à terre, déraciné, son tronc puissant fendu, brisé par sa propre rigidité. Et le roseau, doucement, se relevait, intact, ondulant de nouveau dans la brise légère du petit jour, comme si rien ne s'était passé. Ce vieux conte nous dit quelque chose que nous avons beaucoup de mal à comprendre, que la vraie force n'est pas toujours du côté que l'on croit, et que plier n'est pas céder. Nous confondons presque toujours la force avec la dureté, et la douceur avec la faiblesse. Cette confusion est si profondément ancrée en nous que nous ne la remarquons même plus, et pourtant elle nous piège des deux côtés à la fois. Car nous croyons qu'être fort, c'est être rigide, inflexible, cuirassé. Nous imaginons l'homme fort comme celui qui ne plie jamais, qui ne montre aucune faille, qui résiste à tout de toute sa raideur. Et nous croyons, à l'inverse, qu'être doux, c'est être mou, sans consistance, condamné à céder au premier venu. Nous rangeons les êtres en deux catégories. Les forts, qui seraient durs, et les doux, qui seraient faibles. Cette confusion nous égare des deux manières. Ceux qui veulent être forts se durcissent. Ils se raidissent, se cuirassent, apprennent à ne rien laisser paraître, à ne jamais plier. Ils deviennent cassants comme le chêne, et comme lui, au premier choc vraiment violent, ils se brisent, parce que ce qui ne plie pas finit toujours par rompre. Et ceux qui sont doux, de leur côté, se croient sans force. Persuadés que la fermeté leur est interdite, que ce n'est pas leur nature, ils cèdent par avance, s'effacent, se laissent envahir, convaincus qu'ils n'ont pas d'autre choix. Or la nature, si nous l'observons, nous enseigne tout autre chose. Considérons l'eau. Il n'y a rien de plus doux au monde, rien de plus souple,
rien qui cède plus facilement. On peut la traverser de la main. Elle épouse la moindre forme. Elle s'écarte devant le plus petit obstacle. Et pourtant, il n'y a rien de plus fort qu'elle dans la durée. C'est l'eau, cette chose si douce qui use la pierre la plus dure, qui creuse les vallées, qui emporte les digues que les hommes dressent contre elle, qui finit toujours, quoi qu'on fasse, par atteindre la mer. Rien ne résiste à l'eau sur la longueur du temps, non malgré sa douceur, mais à cause d'elle. La vraie force, donc, n'est pas la dureté. Elle est d'une autre nature. Elle est ferme sur le fond et souple sur la forme. Et c'est cette force-là, cette force qui s'est pliée sans rompre, que je voudrais explorer aujourd'hui à travers les 3 visages qu'elle prend dans nos vies. Le premier visage de cette force est le courage de tenir sans se trahir. Il y a dans nos existences d'innombrables moments où la pression nous pousse à trahir ce que nous croyons, ce que nous sommes, ce qui compte vraiment pour nous. La pression du groupe qui voudrait que nous pensions comme lui, l'envie de plaire qui nous fait taire nos désaccords, la peur du conflit qui nous pousse à approuver ce que nous désapprouvons, la simple fatigue de résister qui finit par nous faire baisser les bras, et nous cédons, non pas sur des détails sans importance, mais sur l'essentiel. Nous disons oui quand nous pensons non. Nous nous taisons quand il faudrait parler. Nous nous alignons pour ne pas déplaire, nous approuvons pour ne pas gêner. Nous renonçons à notre voix propre pour nous fondre dans celle des autres. Et chaque fois, cette reddition laisse en nous un goût amer, un sentiment diffus de nous être perdus, d'avoir abandonné quelque chose que nous n'aurions pas dû abandonner. Le premier courage est celui de tenir, de rester fidèle à soi, à ses convictions, à ce qui compte, même lorsque la pression se fait forte. Mais il faut aussitôt le préciser, à la manière du roseau, car tenir ne signifie pas se raidir sur tout. Le roseau plie. Il plie même beaucoup, sur presque tout. Mais il ne cède jamais sur sa racine. Et c'est là toute la sagesse. On peut être souple sur 1000 choses accessoires, accepter de changer d'avis, de faire des compromis, de lâcher sur ce qui n'est pas essentiel, et demeurer pourtant absolument inflexible sur le peu qui compte vraiment. Le courage de tenir n'est pas l'entêtement de celui qui refuse de bouger sur tout. C'est le discernement de celui qui sait distinguer l'accessoire, où il peut plier sans dommage, de l'essentiel, où il ne cédera jamais. Savoir sur quoi l'on plie et sur quoi l'on tient. Voilà le cœur de ce premier courage. Le deuxième visage de cette force est le courage de dire non. Beaucoup d'entre nous en sont étrangement incapables. Nous disons oui à tout, non par générosité véritable, mais par peur. Peur de décevoir, peur de blesser, peur de perdre l'affection ou l'estime de l'autre, peur du malaise qu'un refus pourrait provoquer. Et à force de ne jamais savoir refuser, nous nous épuisons dans ce que nous n'avons pas voulu, nous nous laissons envahir, nous nous effaçons devant les demandes des autres jusqu'à ne plus laisser de place à nos propres besoins. Le non est pourtant l'une des paroles les plus nécessaires de l'existence et l'une des plus difficiles à prononcer. Il pose une limite, il trace une frontière, il affirme que nous existons comme une personne distincte, avec ses propres contours. Mais là encore, l'esprit du roseau nous éclaire. Le non juste n'a nul besoin d'être dur, agressif, cassant. Nous croyons souvent que pour refuser fermement, il faudrait se fâcher, hausser le ton, se cuirasser. C'est faux. Le non le plus fort est souvent
le plus calme, celui qui ne s'excuse pas interminablement, qui ne se justifie pas avec embarras, mais qui ne s'emporte pas non plus. Celui qui pose simplement la limite comme une évidence tranquille, sans dureté et sans faiblesse. Pensons à la rivière et à ses rives. La rivière ne se fâche pas contre la rive qui l'aborde. Elle ne lutte pas contre elle, ne la maudit pas, mais elle ne la franchit pas non plus. Elle la longe paisiblement en restant dans son lit. La rive ferme et silencieuse contient les eaux sans violence. Poser une limite claire et sereine est de cette nature. Ce n'est pas un acte d'hostilité, c'est une forme de respect, envers soi-même d'abord, mais aussi envers l'autre, à qui l'on offre la vérité de ce que l'on peut et ne peut pas, plutôt qu'un oui menteur qui se transformera en ressentiment. Le troisième visage de cette force est le plus actif de tous, c'est le courage d'affronter et de trancher. Car il vient des moments où il ne suffit plus de tenir bon, ni même de refuser. Des moments où il faut aller de l'avant, agir, affronter ce qu'on préférerait éviter. Une injustice qu'on ne peut plus laisser passer sous silence. Un conflit qu'on ne peut plus contourner. Une décision difficile qu'il faut prendre et assumer avec ses conséquences. Une vérité qu'il faut dire, même si elle dérange, même si elle coûte. Fuir ces moments par amour du calme n'est pas de la sagesse. C'est une lâcheté qui se déguise en douceur, une dérobade qui se donne les apparences de la paix. Il y a une fausse sérénité qui n'est que de l'évitement, une fausse bienveillance qui n'est que de la peur. Le vrai courage, c'est affronter quand il le faut, c'est trancher quand la situation le demande, c'est dire ce qui doit être dit. Mais l'esprit du roseau, encore une fois, veille. Affronter ne veut pas dire se durcir, ni entrer en guerre, ni se transformer en combattant. Regardons comment l'eau emporte une digue. Elle ne se bat pas contre elle, elle ne s'y jette pas avec rage. Elle exerce sur elle une pression constante, patiente, tranquille, jour après jour, jusqu'à ce que la digue, à la fin, cède. Sa force n'est pas dans la fureur, elle est dans la constance calme. De même, on peut trancher avec fermeté sans haine, dire une vérité difficile sans agressivité, tenir tête sans se transformer en guerrier amer, sans se laisser dévorer par la colère. La colère, d'ailleurs, disperse la force plus qu'elle ne la sert. Elle nous rend maladroits, aveugles, elle nous fait dire et faire des choses que nous regrettons. La force la plus redoutable est souvent la plus paisible, celle qui affronte depuis un centre tranquille, sans se laisser emporter, comme l'eau qui, sans un cri, finit par tout emporter. Il faut maintenant marquer une distinction essentielle, sans laquelle tout ce qui précède pourrait être mal compris et se retourner en son contraire. Car il ne s'agit surtout pas de faire l'éloge de l'entêtement ni de la rigidité, qu'on aurait simplement rebaptisé courage. Il y a une différence profonde entre tenir et s'obstiner, entre la fermeté et la rigidité, entre le courage et l'orgueil. Et cette différence n'est pas toujours facile à voir, car de l'extérieur, les deux peuvent se ressembler. Rappelons-nous le chêne. Lui aussi croyait tenir. Lui aussi pensait faire preuve de force en refusant de plier. Mais il ne faisait en réalité que se raidir et il s'est brisé. Il confondait sa rigidité avec de la force, son orgueil avec de la fidélité à lui-même. La fermeté juste, celle du roseau, s'est pliée sur l'accessoire. Elle sait écouter, se laisser toucher, reconnaître qu'elle a tort et changer d'avis quand c'est nécessaire.
Elle n'est inflexible que sur l'essentiel et souple sur tout le reste. La rigidité, elle, se cramponne à tout par peur ou par orgueil. Elle confond son ego avec ses principes. Elle vit chaque désaccord comme une menace. Et elle préfère se briser plutôt que de plier sur quoi que ce soit. Comment les distinguer en soi-même? Il existe un signe assez sûr. La fermeté juste et paisible. Elle n'a pas besoin de convaincre à tout prix, ni de vaincre, ni d'avoir le dernier mot. Elle tient sans agitation, tranquillement, parce qu'elle repose sur quelque chose de solide en elle-même. La rigidité, au contraire, est crispée. Elle se sent constamment menacée. Elle a un besoin brûlant d'avoir raison. Elle s'emporte dès qu'on la contredit. Et le corps ne ment pas sur ce point. La fermeté juste s'accompagne d'un corps détendu, d'un souffle calme. La rigidité, elle, se reconnaît à la mâchoire serrée, aux épaules nouées, à tout ce durcissement physique qui trahit la peur cachée sous l'apparence de la force. Comment alors cultiver cette force souple, cette fermeté qui ne se durcit pas? Elle ne s'improvise pas dans l'instant de l'épreuve. Elle se prépare, se cultive doucement, en amont. Le premier chemin consiste à savoir clairement ce qui est essentiel pour nous, ce sur quoi nous ne céderons jamais, nos quelques racines profondes. Car c'est cette clarté qui rend possible la souplesse sur tout le reste. Celui qui ne sait pas ce qui compte vraiment pour lui fait généralement l'inverse de ce qu'il faudrait. Il cède sur l'essentiel, faute de l'avoir identifié, et il se braque sur des détails, par une rigidité mal placée. Connaître ses racines, c'est pouvoir plier partout ailleurs en toute sécurité. Le deuxième chemin consiste à s'exercer sur les petites choses. Le courage est une habitude avant d'être une vertu. On apprend à tenir en tenant sur de petites positions, à refuser en osant de petits non, à affronter en n'esquivant pas les petits désaccords du quotidien. Ainsi, lorsque viennent les grandes épreuves, le courage n'est pas un muscle inconnu qu'il faudrait soudain solliciter. Il a déjà été exercé 1000 fois sur de menus objets et il répond. Le troisième chemin consiste à cultiver le calme. Car la vraie force, nous l'avons vu, vient d'un centre tranquille et non de l'emportement. Apprendre à tenir sans s'énerver, à refuser sans s'agiter, à affronter sans se laisser dévorer par la colère, c'est apprendre à garder accès dans l'épreuve à cette part paisible de nous d'où la force véritable peut agir. Et le dernier chemin, peut-être le plus important, consiste à se rappeler sans cesse que plier n'est pas trahir. Céder sur la forme, contourner un obstacle, attendre le bon moment, patienter, faire un détour, tout cela peut servir une fermeté profonde, exactement comme l'eau qui contourne le rocher, sans jamais renoncer à descendre vers la mer. La souplesse, loin d'être l'ennemi de la constance, en est le meilleur instrument. Revenons, pour finir, au bord de notre rivière, au matin qui suivit la tempête. Le roseau se relève, intact, tandis que le chêne rigide gît à terre, brisé. Nous comprenons maintenant la leçon du roseau. Il n'a pas été faible, il n'a pas cédé. Il a été fort, mais d'une autre force que celle du chêne, d'une force qui savait plier pour ne pas rompre, épouser le mouvement de la tempête, pour ne pas être brisé par elle et se relever ensuite quand la violence était passée, aussi droit qu'auparavant. Sa souplesse n'était pas de la mollesse, elle était la forme la plus haute, la plus intelligente et la plus durable de la force. Car la vraie force, celle que nous cherchions à travers ces trois courages,
n'est pas dans la dureté qui résiste jusqu'à se briser. Elle est dans cette fermeté souple qui tient sur l'essentiel tout en cédant sur l'accessoire, qui affronte sans se durcir, qui refuse sans s'emporter, qui reste fidèle à elle-même sans se cuirasser. C'est la force de l'eau, la plus douce de toutes les choses, et pourtant celle à laquelle rien ne résiste dans la durée. Cultiver cette force, c'est cesser de croire qu'il faut choisir entre être doux et être fort. C'est découvrir qu'on peut, et même qu'on doit, être les deux à la fois. Doux dans la manière, ferme dans le fond. Souple dans la forme, inflexible sur l'essentiel. Capable de plier et capable de tenir, capable de céder et capable de dire non, capable d'accueillir et capable de trancher. Ce n'est pas une contradiction, c'est l'accord le plus juste de la vie humaine. Je pense, en terminant, à cette eau qui descend une rivière et qui rencontre, au milieu de son cours, un gros rocher planté là depuis toujours. Elle ne s'arrête pas devant lui. Elle ne se brise pas contre lui, comme le ferait quelque chose de rigide. Elle ne renonce pas non plus à sa descente. Elle le contourne simplement, patiemment. Elle l'épouse de ses deux bras. Elle poursuit son chemin vers la mer sans une seconde d'hésitation, douce et invincible à la fois. Le rocher croit l'arrêter. Il ne fait que la diviser un instant, avant qu'elle ne se rejoigne en aval, plus large et plus tranquille encore. Et le rocher lui-même, ce rocher si dur et si sûr de sa permanence, l'eau finira, avec les siècles, par l'user, par l'arrondir, par l'emporter grain par grain. Telle est la force qui plie et ne rompt pas, la plus discrète et la plus sûre. Celle qui, sans jamais se durcir, finit toujours par arriver là où elle voulait aller.